Ok, on continue sur nos histoires de tests. Je vais rebasculer sur mes slides, ce sera aussi simple. Donc, juste pour formaliser 2 minutes. Donc, on a une hypothèse à gérer. Encore une fois, on a des données, on a un modèle paramétrique, on a un paramètre θ. L'hypothèse qu'on essaie de tester, c'est que θ appartient à un certain ensemble θ0. L'hypothèse alternative, c'est que θ appartient à θ1 avec la précision, peut-être que je devrais insister, qui est que θ0 intersecté avec θ1 doit être vide. Okay, donc, il ne faut pas qu'il y ait des choses en commun qui fassent qu'on ne puisse pas trancher. Il faut vraiment qu'on ait deux choses distinctes. Okay. Le cas le plus classique, c'est que mon hypothèse de base, θ0, H0 sera lié à une hypothèse simple. Donc, θ prend une valeur spécifique. Et ensuite, on peut avoir plutôt trois types je dirais même quatre. Je vais dire quatre types d'ensemble. Le premier, c'est de dire que θ vaut une autre valeur θ1. C'était le cas qu'on faisait avec les faiseurs de pluie. On va supposer que la vraie valeur, elle est plus petite que θ0, la vraie valeur, elle est plus grande, ou la vraie valeur, elle est différente. Donc ça va être les cas qui vont nous intéresser, en sachant en fait que les deux cas qui sont plus petits et plus grands, en fait, vont se ramener à choisir des paramètres θ1, et puis soit je les prends plus grands, soit je les prends plus petits pour faire des calculs. Donc une fois qu'on a mis en place cette stratégie, la règle de décision qu'on va avoir à la fin, c'est soit d'accepter, soit de rejeter mon hypothèse à gérer. Okay. Donc ce qu'on avait dit, c'était on dispose d'une statistique de test qui va être construite à partir des données. Donc ça va être une statistique qui est construite à partir de nos données, dont on connaîtrait la loi si jamais H0 est vrai. Donc ça, c'est un point important. Et la statistique de test, elle n'est pas forcément unique, je vais revenir là-dessus dans un instant. Une fois que j'ai choisi ma statistique de test, en fonction de l'hypothèse alternative qu'on a, on va voir la forme de notre région de rejet ou région d'acceptation. Okay, puis je vais revenir là aussi dans un instant. Mais on a des valeurs, des paramètres. Donc on aura sa forme, par exemple un intervalle AB, par exemple un intervalle moins l'infini B. Okay, donc on aura une forme. Pour trouver les valeurs, on va passer par la probabilité alpha qui va nous permettre de trouver les valeurs des bornes de notre intervalle. Okay, pour faire simple, le W sera soit un intervalle, soit une réunion d'intervalle avec des bornes dont il faut déterminer les valeurs. Une fois qu'on a fait ça, on peut calculer au passage la probabilité d'erreur de seconde espèce, ou une autre grandeur qui va nous intéresser, ce qu'on va appeler la puissance, mais je reviendrai là-dessus, qui est le 1 moins cette probabilité-là. Donc, plus cette erreur est faible, plus le test va être dit puissant. Okay, donc, on veut que cette erreur de seconde espèce, autant le alpha, il vaut toujours 5%, on l'a fixé, autant le deuxième peut être relativement important. Okay, avoir une erreur de seconde espèce de 80%, ça veut dire que le test, on n'a pas non plus si confiance que ça. Okay, et à partir de là, une fois qu'on a créé notre cadre théorique, dans ces cas-là, on prend une décision, on prend nos données, puis on décide. Alors, quand on a fait nos faiseurs de plus, je vous avais dit, on prend la moyenne. Okay, on avait dit, on prend Y bar, puis on regarde, si jamais on dépasse un seuil qu'on avait vu, il valait 655 en l'occurrence. Mais en fait, je peux parfaitement centrer, réduire. Donc en fait, il y a pas mal d'alternatives possibles, en particulier le fait de prendre une statistique centrée réduite, c'est relativement courant. Et donc voilà, on a pas mal de possibilités. L'idée de base, c'est qu'on ait une statistique dont on connaisse la loi sous H0. Voilà, c'est ça le point à retenir, je pense, sur la statistique de test. D'ailleurs, je pourrais aussi prendre alors, sur ce test-là, ça ne marche pas. Mais par exemple, je pourrais prendre une distance. Je pourrais m'amuser à prendre un Y bar moins 600 au carré. Okay, alors ça pourrait nous intéresser si jamais notre hypothèse alternative n'était pas 650, mais juste est-ce qu'on est différent. Okay, donc on est différent si jamais on est grand ou petit. Grand ou petit, je peux le mesurer avec une différence au carré, par exemple, ou une valeur absolue. Alors, il s'avère que la valeur absolue, le problème, c'est qu'on ne connaît pas bien sa loi. Alors que si on est gaussien, on sait que cette chose-là, peut-être, ça suit une loi du qui 2. Donc peut-être qu'on verra réapparaître des qui 2 à un moment, parce qu'effectivement, c'est relativement intuitif. Okay, donc nous, ce qu'on avait essayé de tester, c'était quoi? Je vous rappelle, c'était de se dire, leur technique ne marche pas. Mu est égal à 600, ou leur technique marche, et dans ces cas-là, mu vaut 650. Donc assez naturellement, et c'est pour ça que je vous disais, la forme de H1 vous donne la forme de la région critique. Quand est-ce que je vais rejeter? Je rejette dès lors que ma moyenne, puisqu'en gros, on s'intéresse à un paramètre mu. Mu, on le sait, c'est proche de Y bar. D'accord? Donc on est en train de se demander est-ce que mu est grand ou mu est petit? Je vais avoir tendance à rejeter cette hypothèse-là, l'hypothèse H0, si jamais Y bar est grand. Okay, donc il faut juste comprendre, c'est juste à ce moment-là où j'ai besoin de réfléchir et pas appliquer des formules bêtement.
Okay, il y a besoin de comprendre qu'est-ce qu'on essaye de quantifier, qu'est-ce qu'on essaye de mesurer et quelle est la forme de votre région. Voilà. Donc c'est juste ce point-là où il faut réfléchir 2 minutes et surtout pas appliquer des formules triviales. Okay. Mais voilà. Ici, avec ça, je suis certain de ne pas me tromper. Donc, je vais rejeter si jamais Y bar est grand. Donc, plus Y bar va être grand, plus je vais me dire qu'ils ont raison. D'accord. Donc, en fait, ma région critique, qui est la région de rejet, ça veut dire que ce sera quelque chose de la forme grand, et donc ça veut dire qu'on dépasse un seuil. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Okay. Y bar est grand si jamais je dépasse un seuil K. Alors, juste pour spécifier un tout petit peu les différentes écritures de mes tests, je vous avais dit qu'on avait plusieurs. Alors, je pars toujours sur une hypothèse simple pour H0. Okay. Donc, parce que c'est ce qu'on fera par la suite. Mais je peux avoir plusieurs écritures sur ma région de rejet. Okay. Donc, par exemple, si jamais je prends θ qui vaut θ1 qui est plus grand que H0, dans ces cas-là, je vais rejeter si jamais je suis grand. Mais pareil, si jamais je me disais juste, je rejette, si jamais, enfin, je prends l'hypothèse H1 si jamais on fait mieux, dans ces cas-là, on est sur une forme de ce type-là aussi. D'accord. Donc, on voit que cette écriture un peu générique, qui consiste à dire qu'en fait, on prend une valeur intermédiaire θ1, mais que fondamentalement, c'est θ qui est plus grand que θ0, ça nous donne une forme d'intervalle qui est de la forme grande valeur, donc on est au-delà d'un seuil K. Si jamais je prenais la version inverse, donc la version inverse, ça consiste à dire on s'intéresse à une valeur alternative qui est petite, ou alors au contraire, désolé, il y a une petite coquille, si jamais on est strictement plus petit qu'un θ0, okay, ben dans ces cas-là, on a un intervalle de la forme moins l'infini K. Donc au contraire, si jamais l'hypothèse alternative, c'est de dire qu'on est plus petit que θ0 ou qu'on prend une valeur qui est plus petite, dans ces cas-là, la forme de ma région de rejet, elle est simple, c'est que je rejette dès lors que je suis petit. Okay. Et c'est juste du bon sens là. J'essaie juste de mettre des équations sur une espèce de règle de bon sens qui consiste à dire que je vais rejeter si jamais je suis petit. La seule difficulté, c'était vraiment ce qu'il y avait dans les premiers slides. Je dis quand je suis grand, quand je suis petit, mais je ne sais pas ce que ça veut dire statistiquement. Donc il me faut des valeurs numériques pour trancher. Et le dernier point, c'est le cas où on est sur l'hypothèse qui est que ce n'est pas θ0. Donc je ne veux pas savoir si jamais les faiseurs de pluie réduisent la pluie ou l'augmentent. Okay, je veux juste savoir si jamais ils ont changé quelque chose dans mon climat. Okay. Dans ces cas-là, je vais rejeter si jamais je suis soit trop petit, soit trop grand. Okay. Donc, si jamais je suis entre deux valeurs autour de ma valeur centrale, dans ces cas-là, c'est bon. Je vais accepter mon hypothèse H0. Mais si jamais je suis trop petit ou trop grand, dans ces cas-là, je rejette. Donc, je me retrouve avec deux seuils à devoir calculer. Donc, c'est là-dessus où on va faire intervenir des notions de. Encore une fois, on est vraiment très proche de ce qu'on faisait sur la théorie des tests. OK. Donc, ce que je vous disais tantôt, c'était, oui, si jamais on essaye de rejeter, plutôt, si jamais on a une hypothèse simple versus l'hypothèse complémentaire, dans ces cas-là, la forme, elle va s'écrire comme ça, mais encore une fois, parce que je travaille sur une statistique de test qui est la moyenne, ça c'est parce que ma statistique de test était Y bar, mais je pourrais travailler sur autre chose. Et dans ces cas-là, si jamais je travaille sur une autre chose, et c'est cette autre chose qui pourrait être intéressante, mais on n'aura pas le temps de le voir dans le cours, c'est de travailler sur une notion de distance à H0. Donc, si jamais je m'intéresse vraiment à savoir si jamais j'accepte ou je rejette H0, au lieu de regarder la moyenne pour voir si elle est grande ou petite, je regarde la distance à H0, à θ0. D'accord. Donc, je prends l'écart entre la moyenne et θ0, ou le carré de l'écart entre Y et θ0. Et si jamais cet écart est grand, dans ces cas, je rejette. Et grand, ça veut toujours dire la même chose. Ça veut dire qu'on a une statistique K qui est plus grande. Okay. Donc, si jamais j'essayais de le faire si j'essaie de le faire de manière générale, donc, supposons que, enfin voilà, techniquement, on va avoir ce genre de choses. Donc, on va supposer qu'on ait une statistique de test T. On va supposer que nos statistiques, elles ont une certaine distribution si H0 était vrai. Mais ce qu'on va dire, c'est qu'on va rejeter dès lors que la statistique dépasse un certain seuil. Et comment je fais pour déterminer mon seuil? Donc, c'est ça qu'on ne connaît pas. Mais tout le reste, je connais ma distribution G. C'est ce que je vous dis depuis le début. On cherche une statistique de test dont on connaisse la distribution sous H0. Okay. Donc, je connais cette valeur-là, je connais cette grandeur-là parce que je peux la calculer sur mon échantillon. Je connais mon alpha, qui vaut genre 5%. Alors, ces cas-là, c'est facile. On récupère tout simplement mon quantile en disant je vais aller chercher mon. On va récupérer notre seuil, on allait récupérer un quantile associé à ma distribution G. Donc, c'est exactement ce qu'on avait fait tantôt, que je viens de formaliser un tout petit peu. Et une fois qu'on l'a fait, le calcul de l'erreur de seconde espèce, c'est relativement simple. Ça consiste tout simplement à utiliser, donc là je vous fais les calculs que j'avais évoqués très rapidement, mais qui consistent à dire, OK,
Le seuil K, je l'obtiens avec mon erreur de première espèce. Donc c'est pour ça qu'on voit apparaître du alpha. Okay, donc le alpha va me donner la valeur de K. On avait vu, ça vaut 655. Okay, donc je récupère cette valeur-là. Maintenant, je me place sous l'hypothèse où H1 est vrai. Et je me demande quelle est la probabilité d'accepter H0 si H1 était vrai. Okay, c'est-à-dire de commettre une erreur de seconde espèce. Dans ces cas-là, c'est facile. C'est juste à faire des calculs. Et donc, toujours la même chose quand on a des lois normales. On centre, on réduit, on récupère du phi, qui est la fonction de la partition de la loi normale centrée réduite, et tous les calculs marchent bien. Donc, sous H0, cette grandeur-là, ça suit une loi normale N01. Okay, donc ça, c'était quoi? C'est lié en fait à mon erreur de... ça va être lié en fait à ma statistique de test. Ici, c'est ma borne. Donc ici, je suis juste en train de vous dire, mon Y bar plus petit que K, je vais le transformer de manière à récupérer des choses qui suivent des lois normales. Donc je centre en enlevant la moyenne et en divisant par l'écart type. Donc on a exactement Y bar moins 650 divisé par l'écart type, qui doit être plus petit que K moins 650 divisé par l'écart type. Et ça, l'avantage, c'est qu'on peut faire des calculs explicites et on voit apparaître exactement ce dont je parlais tantôt, qui est qu'on a notre phi. L'avantage, c'est que cette chose-là, c'est une fonction de répartition, donc on est bien dans 0,1, donc on calcule bien une proba. Ici, j'ai mon quantile de niveau 1 moins alpha. Okay, et je vais le perturber un tout petit peu. Donc tout ça pour vous dire que si jamais j'avais pris phi de U1 moins alpha, cette chose-là devrait me faire 5%. Okay, là, on est juste en train de dire, en fait, mon seuil il va être un petit peu plus grand. Donc en fait, il va falloir que je rajoute un petit quelque chose et donc ma probabilité va être un peu plus grande. Okay, donc je rajoute quoi? En fait, je rajoute tout simplement la différence entre mu0 moins mu1 que je normalise. Okay, donc c'est juste ça qu'on est en train de regarder, c'est quelle est la différence, la puissance, enfin plutôt l'erreur de seconde espèce va être liée en fait à la différence entre mes deux coefficients et à mon écart type. Donc ce que j'avais dit, c'était on a un écart type de 100, mais les faiseurs de pluie, ils nous disent on est juste 50 valeurs au-dessus de la valeur moyenne. Donc ça, c'est largement possible avec un peu de pas de chance. Okay, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal enfin, que le bêta est aussi important. Okay, c'est parce que cette différence-là, elle est relativement importante. Okay, donc cette fois-ci, l'erreur de seconde espèce, elle n'est pas à 5%, elle est plutôt à 55%. Okay, mais je peux tracer l'évolution de ce qu'on appelle la puissance, c'est-à-dire ce 1 moins bêta. Okay, donc la puissance du test, c'est ce 1 moins bêta, et ça consiste à dire, OK, si jamais je ne testais pas par rapport à 650, mais par rapport à autre chose, quelle serait ma puissance de mon test? Ce qu'on voit, c'est qu'à 650, on était par ici. Okay, donc ça, c'était mon hypothèse H1 telle que je le faisais. Et dans ces cas-là, ce qu'on avait dit, c'est qu'effectivement, notre erreur de première espèce, elle se trouve ici. Puisque la puissance, c'est 1 moins bêta. Donc l'erreur de première espèce, elle est là. Et elle était à peu près à 57%, je crois. Voilà, encore juste avant. 55%. Okay, donc mon erreur de première espèce, elle est de 55%. Et ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? C'est que si jamais je commençais à avoir, non pas si jamais mes charlatans n'avaient pas dit 650, mais ils avaient dit 700, okay, dans ces cas-là, mon test, il devient efficace. Mon test, il marche bien. Pourquoi il marche bien? Parce que si jamais je me place non plus à 650, mais à 700, dans ces cas-là, mon erreur de seconde espèce, elle est toute petite. Elle est de l'ordre de 5%. Okay, donc c'est ce qu'on est en train de voir ici. Si jamais, au contraire, ils avaient dit 610, mon test, il serait pourri. C'est-à-dire que mon erreur de seconde espèce, elle serait de l'ordre de 95%. Et donc, je n'arrive pas à trancher. Okay, donc ça, de manière assez intuitive, mon test, il marche bien à partir du moment où mes deux distributions s'écartent suffisamment. Okay, si jamais je commence à regarder, encore une fois, la distribution de la pluviométrie, c'est une loi normale centrée sur 650 avec un écart type de 100. C'est-à-dire que fondamentalement, si jamais vous retenez la règle des 2 sigma, ça veut dire qu'on est compris, pardon, c'était 600, 600 plus ou moins 2 fois 100. Okay, donc on est entre 400 et 800. Okay, chaque année, on est entre 400 et 800. Si vous dites, je vais trancher entre 600 et 610, ce n'est pas avec 9 observations qu'on va y arriver. Okay, on est beaucoup trop proche, et c'est ce qu'on observe ici, à 610, on va commettre une erreur. La probabilité de faire une erreur de seconde espèce, elle est énorme. Elle est de 80, plus de 90, presque 90%. Donc on a énormément de chances de faire une erreur de seconde espèce, simplement parce que effectivement, je vais sûrement accepter H0, okay, mais potentiellement, je rejette à tort l'hypothèse H1. D'accord? Donc c'est ça qu'on est en train de faire. Et ce graphique de puissance, c'est un graphique qui est assez classique. En tout cas, sur ces tests de cette forme-là, est-ce que je suis sur une valeur ou une valeur plus grande?
H0, H1, donc H0 étant plus petit que H1. Dans ces cas-là, on a cette puissance qui va augmenter avec la valeur qu'on va prendre en H1. Ok, mon θ1. Ok, donc ça, c'est des graphes de puissance et c'est des graphes qui sont assez classiques. Donc pour synthétiser, pour ces histoires d'alpha et bêta, on a deux hypothèses, H0 et H1. Il y en a une des deux qui est vraie, mais on ne sait pas laquelle. On va prendre une décision. Soit on rejette H0, soit on rejette H1. Okay, si jamais je rejette H1 et H0 était vrai, dans ces cas-là, on est content. Je vais peut-être le mettre en bleu, on est content, on a pris une bonne décision. Si jamais je rejette H0 et qu'H1 était vrai, on a pris une bonne décision. Notre difficulté, c'est le reste. C'est le fait que, techniquement, on a commis des erreurs. Donc, il y a l'erreur de première espèce qui est ici. D'accord? Donc, c'est la probabilité d'avoir rejeté. Donc, le fait que la statistique appartienne à sa région de rejet, alors que H0 était vrai. Okay, et l'autre erreur, qui est l'erreur de seconde espèce, qui va être au contraire le fait qu'on ne rejette pas, okay, alors que H1 était vrai. Donc ça veut dire qu'on accepte H0 à tort. Okay, donc on est vraiment sur cette construction de ces deux probabilités-là. Okay, et on voit qu'il va falloir faire un arbitrage. Voilà, c'est ça le principe de base dans la statistique, c'est que je ne peux pas avoir ces deux erreurs qui sont nulles en même temps. Techniquement, si jamais je rejette toujours H0, c'est le truc le plus simple, dans ces cas-là, je vais avoir un alpha qui vaudra 0, mais ce sera au prix d'un bêta qui va être très élevé. Okay, de manière duale, si jamais je rejette toujours H1, j'aurai effectivement un test super puissant, mais qui marche très très mal. Okay, donc je peux pas, je peux avoir les deux qui sont nuls séparément, et je pourrais jamais avoir les deux qui sont nuls en même temps. Okay, construire un test parfait, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Okay, pensez à n'importe quel test de médicaments, des tests de grossesse, à des tests de détection de fraude, à des détections de n'importe quoi. C'est pas possible d'avoir un test qui soit parfait. Il va falloir faire un arbitrage. L'arbitrage qu'on fait, c'est souvent de se dire l'erreur de première espèce, je la contrôle. Ça va me donner ma région la construction de mon test, en fait, ma règle de décision. Mais j'essaie juste de voir quelle est la puissance de mon test pour voir si jamais j'ai confiance ou pas. Okay, donc on se retrouve avec des exemples classiques par exemple, des tests de grossesse. Okay, donc on a deux possibilités. Soit la personne n'est pas enceinte, soit la personne est enceinte. Okay, pardon, c'est dans l'autre sens. Je le refais. Il y a deux possibilités. Soit la personne n'est pas enceinte, soit la personne est enceinte. Et il y a le test. Le test de grossesse, s'il est négatif, ça veut dire que la personne n'est pas enceinte. S'il est positif, ça veut dire que on déclare que H0 est vrai. Donc ça, c'était mon hypothèse H0, qui est que la personne n'est pas enceinte. Et là, on rejette H0. Okay, donc là, il y a deux solutions. Deux bonnes réponses. C'est de dire à quelqu'un qui n'est pas enceinte qu'il n'est effectivement pas enceinte. Donc le test est négatif pour une personne pas enceinte. Ou alors un test positif, c'est-à-dire un test positif pour une personne enceinte, ou un test négatif sur une personne pas enceinte. Donc ça marche. Donc ces exemples-là, les deux exemples qui sont sur la diagonale correspondent effectivement à deux cas où le test a marché. Mais on a deux possibilités de se tromper. Et deux types d'erreurs ne sont pas les mêmes. L'erreur de type 1, c'est de dire je rejette à tort mon hypothèse H0. Donc je vais dire à quelqu'un qu'il n'est pas enceinte, qu'il est enceinte alors qu'en fait il ne l'est pas. Okay, et l'autre erreur, c'est de dire, donc c'est ce qu'on appelle des faux positifs. Et l'autre erreur, c'est le fait qu'on dise à quelqu'un qu'il n'est pas enceinte alors qu'il l'est. Donc ça, c'est une erreur de seconde espèce. Donc classiquement, ce qu'on va dire, c'est qu'on va contrôler ce type d'erreur et on va essayer d'espérer, de croiser les doigts pour que l'erreur soit relativement faible sur le deuxième. OK ? Petite pause et on poursuivra ensuite.